Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Story. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours d'un nouveau leader. Je suis accompagnée de Samir Souadji. Bonjour Samir. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Moi, Samir, j'ai regardé votre parcours et ce qui a retenu mon attention, c'est votre engagement auprès des jeunes. Comment est venu cet engagement ? Quel a été le déclic ? En fait, rien n'a été pensé. C'est venu comme ça dans ma vie, en me cherchant, justement dans ma jeunesse, en me cherchant sur mon projet professionnel, sur ma construction de vie d'adulte. Et en testant plusieurs métiers, j'en suis arrivé à être proche de la jeunesse par un programme de l'époque qui s'appelait les emplois jeunes. Donc j'ai été amené à intervenir dans un collège en tant que surveillant. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé éducateur spécialisé auprès de la jeunesse. Quand on est à l'initiative d'associations, on part de son propre parcours, on part de son vécu. Ayant grandi dans un quartier de centre-ville de Tremblay en France, donc on a vu aussi la société changer, la jeunesse changer par rapport à nous, ce qu'on vivait à l'époque. Et du coup, dans les années 2000, début des années 2000, on pressentait un peu cette montée en température avant les émeutes de 2005, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on avait créé l'association en 2004, parce qu'on sentait que ça bouillonnait déjà dans les quartiers. Après, il y a eu des éléments déclencheurs pour ces émeutes-là, mais on sentait déjà cette tension, et on s'est dit, il faut faire quelque chose, et en même temps, on était en contact avec les jeunes de Tremblay, on sentait ce mal-être, en même temps, cette envie de faire des choses, ce manque d'organisation dans les quartiers, en tout cas là chez nous, et un peu tout ce potentiel qu'on pouvait développer. Donc là a été l'idée de créer cette association Apart. L'association Apart, pourquoi le choix de ce nom Apart ? Alors à l'époque, ouais, ça va avec l'histoire de l'époque, début des années 2000, un grand mouvement autour du hip-hop, le rap, tout ça et tout. Et nous, les jeunes qui venaient me voir à l'époque pour certaines revendications, c'était tous un peu dans ce domaine-là. Et c'était vraiment l'époque où que l'Europe a pris un tournant aussi, parce que c'était beaucoup la place à l'indépendance, et chaque jeune dans les quartiers se disait, tiens, j'ai ma chance dans le rap. Et du coup, on a monté l'association de prévention par les arts de rue à Tremblay. Et pour nous, moi je suis pas du tout dans le domaine, je suis pas du tout un artiste, mais ce qu'on a vu d'intéressant, moi et mes collègues qui avons créé cette association, c'était un bon support pour être en contact avec eux et les aider au-delà de leur projet artistique, mais sur l'accompagnement social, sur l'accompagnement à l'insertion pro, parce qu'on sait que des Rof, des Booba, il en sort pas tous les jours. On signe pas tous les jours dans la maison de 10, c'est le même topo que les sportifs de haut niveau, quoi. Et concrètement, ce qu'on peut dire de cette association, c'est qu'elle accompagne les jeunes sur différents aspects, la partie éducation, et de ce que j'ai vu sur le site internet, vous faites aussi des voyages initiatiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler Ouais, l'idée de l'association, ça a été vraiment d'installer une philosophie. Dans un premier temps, ça a été décloisonné et de ne pas être une association locale que au service des jeunes de Tremblay. C'est pas parce que l'association est née sur cette commune que la vocation première était pour cette jeunesse-là, mais pour toute la jeunesse du 93 dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui on mène des programmes sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc décloisonner les tranches d'âge, les quartiers, ne pas être ciblé comme association que pour les jeunes de quartier, les jeunes les plus en difficulté, les jeunes qu'on pointe du doigt, non, pour toute la jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre des jeunes qui sont en bac plus 5 ou que ça va plus ou moins bien dans leur vie, mais ils rencontrent des difficultés à s'insérer dans la société, à s'insérer professionnellement. Donc dans cette philosophie, c'était de dégager ça déjà dans un premier temps, mais aussi dans une stratégie de faire rencontrer les jeunes. Déjà au début des années 2000, ça existait déjà à mon époque, cette concurrence entre quartiers, entre villes. Là, ça devient de plus en plus violent et on se dit, déjà à l'époque, on était sur les bonnes idées, parce qu'aujourd'hui, on arrive à rassembler des jeunes à travers nos sports, à travers le voyage, comme tu disais. Et nous, à travers le sport, on a une petite touche un peu particulière. Notre ADN, c'est le sport nature. La montagne, le trek, là où on va se mesurer dans nos limites, le parapente, le rafting. Et justement, pourquoi ce choix dans les domaines sportifs ? Ça pourrait être du foot, ça pourrait être du basket. Pourquoi ce choix ? Déjà sortir des clichés. C'est ça. Et on voulait pas être une couche supplémentaire du millefeuille. Les ballons, on nous a mis beaucoup dans les quartiers. Les gymnases, les dojos, à croire que dans les quartiers, on est bon dans le sport à courir après des ballons ou apprendre à se battre. Je caricature un peu, mais en vérité, c'est ça. Oui. Moi, les choix qui s'offraient à moi dans ma jeunesse,
Moi, je voulais faire du foot. Ma mère m'a dit, tu vas aller au judo comme tout le monde, comme tous tes frères et sœurs. C'est une question de logistique. Hein. Il n'y avait pas de... À l'époque, on n'avait pas trop le choix. Et donc, j'ai fini dans le judo, dans le sport de combat. Ça m'a beaucoup apporté. Mais en même temps, quand on analyse nos quartiers aujourd'hui, la société, et ça, c'est en tant que professionnel, on s'est posé ces questions-là, on nous amène tout en bas de chez nous. Et on nous a réduit à certains sports, comme on nous a réduit à certains niveaux de la culture, à un certain niveau social et de la société. On nous ramène tout en bas de chez nous. À croire qu'aujourd'hui, tu analyses certains quartiers, tu peux faire ta maternelle jusqu'au lycée. Et la question, sans sortir de son quartier. Le sport y compris, sans sortir. Et le sport, il est en bas de chez toi. Ouais, c'est ça. On te met des city-stades, on te met des gymnases. Autant qu'on t'a mis les services de la CAF, la Poste. À croire qu'on nous a créé des sociétés dans la société et qu'il ne fallait pas qu'on sorte. Il ne fallait pas qu'on s'épanouisse ailleurs. Le sport nature, moi, je l'ai découvert grâce à un ami à l'époque, un ami collègue dans mon parcours d'éducateur spécialisé. C'était un gendarme à la retraite, un sauveteur gendarme qui venait de la région de Lyon et qui m'a dit je devais monter un séjour avec des jeunes de la protection judiciaire et de la jeunesse qui étaient sous notre responsabilité. On devait monter un séjour sportif. Moi, je ne connaissais pas du tout le monde de la montagne. Donc, quand on parlait de la montagne, comme beaucoup de jeunes de quartier aujourd'hui, on pense au ski, on pense... Aujourd'hui, c'est vrai qu'Inoxtag a démocratisé un peu les choses avec son super reportage qui a tourné des millions de fois. Mais nous, on n'a pas attendu Inoxtag pour aller à la montagne non plus, j'ai envie de te dire. Mais quand j'ai découvert ce sport-là en accompagnant des jeunes grâce à ce monsieur de l'époque, qui s'appelle Gérard, j'ai vu cet impact qu'il y a eu sur moi-même. Et je me suis dit, je ne peux pas rester égoïste. Je ne peux pas garder ça pour soi. Et tous les avantages, en tout cas, tout ce que ça pouvait nous apporter. Déjà, d'une, sortir du quartier, se confronter à soi-même, apprendre à se connaître dans des difficultés et découvrir un environnement auquel on n'est pas voué. Oui, auquel on n'a pas l'habitude, parce qu'effectivement, quand on vient des quartiers, les sorties se limitent effectivement à ce qu'on a autour de chez soi, et rarement on a la possibilité d'aller à la montagne et autres, et ça permet de sortir un petit peu, comme vous dites, des cloisons auxquelles on nous habituait. Effectivement, quand tu regardes nous les programmes, moi je parle de ce que je connais moi de l'époque, on parlait de la classe verte. On faisait des sorties au parc de la Poudrerie, au mieux au parc de la Courneuve, et c'était ça la nature pour nous. Et vous, quand vous avez découvert justement ces sports nature, qu'est-ce que ça vous a apporté humainement? Est-ce que ça vous a permis de vous dépasser? Parce que la montagne, moi je fais référence surtout au film L'Ascension, qui parle bien du sujet. Tu fais bien de citer le film L'Ascension, parce que, en grand, et j'en profite pour faire une belle dédicace à Nadir Dandoun, qui est l'un de nos parrains, et j'ai envie de dire qui est notre inspirant à nous, ce bel homme de quartier qui... avec son grand cœur, qui a été faire l'ascension du mont Everest. C'est ça. Et pas que, parce qu'après, il a fait beaucoup de montagnes, c'est un montagnard aguerri. Et pour nous, voilà, c'était notre Mbappé d'aujourd'hui, ou notre Benzema pour les jeunes qui aiment le foot. Moi, je ne suis pas du tout foot. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté déjà une chose très importante, une découverte de la nature. Et alors que c'est vrai, quand je parle comme ça, un peu des fois, même à des partenaires ou autres, on se dit, tiens, celui-là, il est un peu perché, qu'est-ce qu'il nous raconte et tout. Mais cet impact de la nature sur l'être humain, on le néglige. Et si on n'y va pas, on peut pas le mesurer. Donc déjà, c'est être en symbiose avec la nature, c'est être en symbiose avec soi-même, c'est d'apporter des choses. Et après, la question de limite, bien sûr, quand on se donne des défis, on va chercher des sommets. Nous, nos programmes aujourd'hui, c'est de passer sur de la haute altitude, à plus de 4000, 5000, 6000 mètres d'altitude. Et se découvrir des compétences aussi. Le programme d'expédition, il a commencé en 2015. En 2015, on était soutenus et accompagnés par l'un de nos parrains aussi, qui s'appelle Frédéric Thirier, et qui, du coup, au-delà d'être à l'époque le président de la Ligue de football, c'est un grand passionné de montagne, donc sur ce sujet-là, parce que moi, je ne suis pas du tout foot, qu'on a pu se rencontrer à travers un ami et créer le projet des expéditions fraternité. L'idée, elle est assez simple. Repérer des jeunes qui intègrent les programmes de l'association, qui ont besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce sur l'insertion professionnelle et les confronter à la montagne pour qu'ils se découvrent eux-mêmes déjà et qu'ils se découvrent des compétences. Donc en 2015, on a commencé une belle expédition dans l'Himalaya avec le mont Kalapata à plus de 5000 mètres d'altitude, 5643 mètres d'altitude. Vous êtes parti avec combien de jeunes? On est parti avec 10 jeunes. 10 jeunes, une partie de jeunes de Cergy-Pontoise et une partie de jeunes du 93 de différentes villes. Et comment ça se passe? Ce sont des jeunes qui s'inscrivent ou c'est vous qui décidez de qui va partir? Comment s'organise un petit peu? Ce sont des jeunes principalement qu'on repère. Qu'on repère ou qui sont repérés, qui ont intégré
qui sont adhérents à l'association, qui adhèrent à un projet d'accompagnement sur l'insertion professionnelle ou autre. Moi, je parle plus aujourd'hui de projet de vie, de construction d'adultes, parce que toutes les études ont démontré que quand on est bien dans sa vie, quand on démarre bien sa vie, quand on est équilibré, quand on est bien dans sa tête, les choses, après, on les fait. Souvent, les jeunes, les difficultés qu'ils rencontrent, notamment sur l'insertion professionnelle, c'est qu'ils ont tout un tas de problèmes à régler avant. Sinon, le problème, en France, il y a du travail, il y a de la formation, il y a ce qu'il faut. Donc, on repère ces jeunes-là, on les accompagne, et à un moment donné, on leur propose d'intégrer le projet des expéditions fraternité. Quand un sommet, on le voit sur des plus grands alpinistes, hein, ont dû abandonner des sommets à quelques mètres du final parce que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus assez d'oxygène, tu n'as plus de force. Ton cerveau, ça y est, il n'en peut plus, tu as tout décroché. Donc tu es obligé de rebrousser chemin à quelques mètres de l'arrivée. Donc c'est énorme. Et quand on connaît ces compétences-là qu'il faut avoir pour aller chercher ça, on se dit, tiens, c'est pas se lever à 6 h du mat pour aller bosser à 8 h que ça va mettre des freins à cette personne-là. Donc finalement, ça valorise la motivation, la volonté d'un jeune de passer par ce type d'expérience, quand bien même quand il doit se présenter pour un emploi ou autre, ça prouve qu'il a été jusqu'au bout d'un cheminement. Et... Effectivement, et en même temps, plus que valoriser, ça développe la personne. C'est-à-dire que moi, les jeunes, ce qu'ils me disent, c'est que, attends Samir, on est parti 2 semaines, 3 semaines en trek, en haute altitude, on a dormi sur des cailloux, en tente, on a eu la pluie parfois, la grêle. C'est que finalement, c'est que je peux tout faire. C'est pas en rentrant dans mon quartier, on est dans le coton. Ouais, c'est ça. C'est pas ça qui va me freiner. C'est mettre un réveil. Ça. Là, on s'est levé, on devait se lever pour faire un sommet, une ascension finale. On dort pratiquement pas. On part à 3 h du matin et derrière, c'est une journée de 15 h, 16 h. La dernière qu'on a faite au Kyrgyzstan, 17 h de marche. Incroyable. Dans la même journée. Donc, on est épuisé en termes d'énergie. Mais on arrive ressourcés et surtout plus fort mentalement. Alors, c'est un programme qui s'appelle Apart Outdoor. C'est plus d'une dizaine d'expéditions fraternité avec des sommets de haute altitude à travers le monde. On a traversé la Bolivie, par l'Asie centrale, le Kyrgyzstan. On a fait plusieurs fois le Kilimandjaro. 2022. Justement. J'ai regardé, j'ai été voir et j'ai apprécié ce que j'ai découvert sur votre site internet. J'ai noté en 2022 le lancement de la première cordée féminine des quartiers de l'assaut du Kilimandjaro. Ça, je veux en savoir plus. Et en plus, vous avez eu un reportage avec Canal+. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette expérience ? Oui, alors première cordée 100% féminine des quartiers de France. Ah, de France, ça ne se limitait pas qu'au 93. Des quartiers de France, pas du 93. Donc un panel de jeunes femmes de différents quartiers. Donc elles étaient tous issues de Seine-Saint-Denis. Elles étaient combien ? Mais c'est une première expérience. Elles étaient 8. D'accord. 8 jeunes femmes, certaines qui portent le voile, d'autres non, de toute origine, représentatives de nos quartiers. Et là, ce qui était marrant, c'est que ce projet, au contraire des autres projets, s'est lancé sur une discussion, sur un challenge. On était pour l'anecdote, on était sur la préparation du Kyrgyzstan. Et en même temps, à savoir que dans l'appart, on a un pôle 100% femmes qui a été créé par des jeunes adhérentes de l'association en 2017. Projet qui a été soutenu plusieurs années par la Fondation de France et d'autres fondations. L'idée, c'est de pouvoir créer des cellules 100% femmes qui puissent travailler sur leurs projets, s'émanciper. Et quand ils nous ont vu un peu travailler sur le Kyrgyzstan, il y avait 3 d'entre elles qui étaient là dans le bureau. Et elles me disent, Samir, pour nous, c'est quand pour nous une ascension, on veut faire des montagnes, on veut faire des voyages comme ça et tout. Et avec mon côté un peu macho, entre guillemets, je lui dis, mais les filles, vous faites du sport ? Non, eh ben, j'ai quand la dernière fois que vous avez fait du sport. Il y en a, on m'a sorti au collège. Je lui dis, non, mais vous n'êtes pas sérieuse, là. Non, faites du sport, faites des trucs, après on en parle, tu vois. C'est dur, la montagne. Et après, volontairement, j'ai voulu piquer un peu, tu vois. Je lui dis, mentalement, c'est dur, t'as vu, vous allez dormir par terre, les tentes, l'altitude, le froid, le vent. Si t'as besoin de te maquiller, t'as besoin de ça, t'as vu, nous les mecs, on n'est pas difficile, t'as vu, on peut passer 5 jours sans douche et tout. Et plus je montais la sauce, et plus elle commençait à froncer les sourcils. Elle me disait, parce que tu crois qu'on n'est pas capable ? Ouais. Je dis, ouais. Ça les a challengés. Ouais, et c'est ce qu'on a été chercher en elle, le challenge. 6 mois de préparation. Ah oui. Préparation intense avec notre partenaire Faucon Training.
Donc, Et quelqu'un comment ça qui se passe dépense. justement une préparation? C'est un coach, un professionnel qui les aide à tout simplement choisir les équipements, à se préparer aussi physiquement. Comment ça se passe une préparation de 6 mois? Alors là, on a réussi avec notre expérience et tout notre réseau dans le domaine de la montagne à créer nos propres prépas en interne. Donc bien sûr, on fait appel aussi à des amis, à des partenaires, à des prestataires. Elles se préparent à différents niveaux. Niveau mental, déjà, mais qu'on associe souvent avec le sport, dans la préparation physique et sportive. Et là, du coup, c'est pour ça que je citais Faucon Training, parce qu'il a fait une étude, un grand préparateur physique international, et qui a fait une étude spéciale pour monter un programme de préparation pour la haute montagne. Et donc, du coup, et dans cette étude de préparation-là, il a injecté la préparation mentale à travers le sport. C'est-à-dire le dépassement de soi, quand on n'en peut plus se pousser dans les limites. Et le cerveau, on a une machine formidable. C'est des cartes mémoire. Et dans les moments difficiles, parce que ça ne sert pas que à la montagne, ça sert après dans toute la vie, cette préparation-là, parce que c'est ancré dans le cerveau. Et quand on rencontre une difficulté, il y a des choses qui se renclenchent tout de suite. Tu vois, des réflexes qui reviennent et ça sert. Donc une phase de préparation au niveau sportif et mental, au niveau de l'expédition en termes de logistique, en termes de savoir sans spolier trop les sommets, mais de savoir où on va, et une préparation aussi médicale. Hors de question pour nous d'emmener des jeunes et de les mettre en danger. Quel type en de haute tests altitude. sont faits niveau médical? Alors, dès qu'on passe les 4000 mètres d'altitude, on fait des tests d'effort en hypoxie. Donc ça, il y a quelques lieux encore qui existent en Île-de-France où qu'on peut se mesurer en effort, soit en courant, soit en vélo. Donc c'est toute une base médicale où on nous met plein de trucs un peu partout, un masque, on nous réduit l'oxygène. On nous met en situation de haute altitude et les médecins font une étude pour voir si on est apte à gérer de l'effort en haute altitude. Très bien. En termes aujourd'hui de satisfaction, je suppose que vous avez parlé d'à peu près 4000 jeunes qui ont adhéré à l'association. Les retours, je suppose, d'expérience et beaucoup de remerciements, mais qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est un jeune qui va vous dire merci pour cette expérience, ça m'a permis de me retrouver ou de tout simplement découvrir à quel point je pouvais me surpasser, ou c'est finalement le soutien politique, ça peut être politique, ou parfois aussi vous faites des demandes de financement. Où c'est que vous trouvez votre gratification? Auprès des jeunes, auprès des élus qui peuvent vous soutenir? Où c'est que vous allez rechercher toutes ces ressources pour continuer? Ouais, alors j'ai envie de te dire, bon déjà quand on est dans le social, on ne cherche pas à être riche, donc c'est pas de ce côté-là, on ne va pas chercher l'argent. Mais ça vous permet de créer des événements d'envergure, d'emmener les jeunes, se déplacer, c'est un budget ça. Effectivement, donc ça c'est les sponsors, c'est ça. Mais aussi parce qu'on n'est pas très communicant, c'est pas notre métier. Et j'ai envie de te dire, là où on peut se satisfaire, c'est que même nos partenaires, surtout privés et financiers qui nous soutiennent dans ces expéditions-là, ils sont venus à nous. On n'a pas été les chercher. Ah oui. Et c'est eux qui nous ont permis de développer nos projets. Mais moi, quand je pose la question, une entreprise canadienne, outre-Atlantique, qui nous envoie un mail, et moi je dis à mon collègue, regarde ce mail, je crois que c'est un spam, je sais pas ce que c'est, ça parle en anglais et tout, moi je suis pas très anglais. Mon collègue qui me rappelle 2 minutes après, il me dit, mais t'es un grand malade ou quoi? C'est l'une des plus grandes marques de outdoor, je sais pas si on peut citer nos partenaires. Si, avec plaisir. Donc Arterix, qui n'est pas n'importe qui dans le monde de la montagne aujourd'hui, et de l'équipement, qui nous disent on aime bien ce que vous faites, on aimerait bien discuter avec vous pour essayer de vous soutenir, si vous le voulez bien. Mais comment nous, dans le 9-3, on va... Même Decathlon, ils nous ont fermé la porte, même nos partenaires... Et comment ils entendent parler de vous? C'est ça qui est intéressant, c'est que de ce que vous dites, Samir, c'est que vous n'allez pas les chercher, c'est eux qui viennent à vous. Si vous ne communiquez pas, comment se fait le retour en fait sur les actions que vous portez? Alors, tu sais, dans les quartiers, il y a quelque chose qui est assez formidable quand même. C'est que l'information, elle passe assez vite. Et j'ai envie de te dire, comme on est les seuls à faire ça, à un moment donné, c'est tombé dans les oreilles de journalistes locaux. Vous êtes les seuls en France à faire ça? On a été les seuls pendant longtemps. Il y a des structures qui se développent en France, qui commencent à faire de la montagne, qui font le lien avec l'insertion. Mais j'ai envie de te dire, même si on n'est plus les seuls aujourd'hui, on a été les premiers à commencer. À développer, et là on développe une vraie communauté du outdoor de jeunes de banlieue. Et pas que, parce qu'aujourd'hui on accompagne aussi des familles, des mères avec leurs enfants pour pratiquer la randonnée, des papas qui organisent des voyages en famille pour pratiquer la randonnée. Donc
ça fait un peu boule de neige. Aujourd'hui, le premier journaliste à s'intéresser un peu à ce qu'on faisait, c'était la page du Parisien du 93. Ah oui. Ensuite, on a Libé qui fait un article. On a Outside Magazine qui est les spécialistes du outdoor et de la montagne. Donc, sans aller chercher ou quémander de la visibilité, on l'a eu. C'est le travail qui a parlé finalement. Exactement. C'est le retour des jeunes, des personnes satisfaites. Et c'est ça le plus gratifiant finalement pour vous aujourd'hui? Il y a le côté un peu atypique qui attire. Comment des gens de banlieue vont faire des sommets en haute altitude, se retrouvent en alpinisme sur un sommet en Bolivie. Et comme vous disiez, comme c'est réservé à une certaine élite, à une certaine catégorie, on est curieux de voir comment vont s'en sortir ces jeunes finalement. Aussi, savoir que nous, quand on a commencé la montagne, on a commencé avec nos baskets Nike, nos boîtes survêt, voilà, en mode quartier, on n'avait pas les moyens, pas d'argent. Faut compter en moyenne à peu près 1 000 € d'équipement pour aller en montagne et en haute altitude. 1 000 €, je suis gentil. Hein. On reste sur du basique, le moins cher. Et le fait aujourd'hui d'avoir des marques comme Arc'teryx qui nous soutiennent, nous ont permis de développer nos projets autour de la haute montagne. Pour revenir un petit peu plus sur le sujet du parcours, sur l'aspect scolarité, j'ai bien compris, Samir, vous, à un moment donné, vous avez senti que ce n'était pas le domaine dans lequel vous alliez vous épanouir. Quand vous avez des jeunes qui viennent dans votre association et qui vous disent « Moi, aujourd'hui, Samir, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas vers quoi m'orienter », vous avez des structures qui accompagnent ces jeunes, justement, qui sont dans un parcours un peu compliqué? Nous, en fait, on a, en 2013, justement, quand on était confronté à cette jeunesse, justement dans le brouillard par rapport à leur projet professionnel, où certains ont un projet qui est clair, mais qui ne savent pas vers où aller ou qui aller voir pour le concrétiser, on s'est dit, à la base, on est travailleur social, on est dans l'empathie, on écoute, on essaie de régler les problèmes des personnes. L'insertion professionnelle, moi, ce n'était pas mon métier. Donc, on a commencé à monter en charge. Par contre, on s'est dit, on ne va pas négliger notre réseau. On va aller chercher les personnes qui savent faire. Et ce qu'on a remarqué en termes d'expertise, c'est qu'on perdait les jeunes au fur et à mesure de les envoyer à droite, à gauche. Un jeune qui doit aller retracer son histoire, retracer son projet, parce que tu l'as envoyé en mission locale, tu l'as envoyé à France Travail, tu l'as envoyé voir une autre structure. À un moment donné, il se dit, mais qui va commencer à m'aider en fait? Donc on s'est dit, on a créé notre propre module tremplin. Et moi, à l'époque, du coup, j'ai pris une des plus grandes décisions de ma vie. C'est qu'en 2014, j'ai quitté mon emploi de l'époque. Ah oui? J'étais cadre pour une association. J'étais cadre dans le social. Je dirigeais des équipes de prévention spécialisées, donc toujours dans le social, auprès des jeunes dans les quartiers. Mais du coup, j'ai dû quitter un poste, entre guillemets, assez confortable, parce que j'ai passé mes diplômes au cours de ma formation professionnelle. Et pour être bénévole. Donc je ne l'ai pas quitté pour un autre emploi, je l'ai quitté pour être bénévole dans mon asso à 100% et créer une équipe afin de se professionnaliser. Ça a été le challenge entre 2015 et 2017. Et pourquoi ce choix? Justement pour créer notre projet Module Tremplin. Et l'idée, c'était de créer ce système hybride entre le monde du travail, le monde de l'entreprise, le monde du sport nature et l'accompagnement social. Donc, c'est-à-dire que le jeune, quand il vient chez nous, on s'est dit, au lieu de disperser à droite, à gauche, avoir un suivi social, on a traité la question, on a une phase de remobilisation en interne qui est assez, je dis souvent, depuis le Covid, on est mutant, nous, un peu comme les virus, c'est-à-dire qu'on s'adapte, c'est important. On a remarqué que les jeunes, il manquait d'écoute. Aujourd'hui, un conseiller d'une institution n'a plus le temps d'écouter. Il a des tableaux, il a des chiffres à remplir, il a du chiffre à faire aussi, il n'a plus le temps d'écouter. Un entretien, il doit durer pas plus de 20 minutes pour un jeune. Comme ça, je balance des chiffres, mais en moyenne, c'est ce que ça fait, parce que dans la journée, on doit enchaîner. Donc, plus d'écoute, plus de considération, j'ai envie de dire. Plus de temps d'accompagner. Personne n'allait vers eux. Donc, on s'est dit, on va le faire tout ça, en fait. Et on va s'adapter à un moment donné. Ce n'est pas aux jeunes tout de suite à s'adapter à nous. Nous, on a fait le choix de s'adapter au public, de pouvoir là où il est dans un premier temps, de pouvoir prendre le temps avec lui. Si tu n'es pas prêt à te lever à 9h du matin et être sur un rendez-vous, c'est pas grave, on va te le donner à 14h. Mais dans 2 semaines, ton challenge, c'est d'être là à 8h30. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement comme ça. Et à travers notre préparation sportive, la montagne, tout ça et tout. Et on a vu que ça marchait. Et que de là, même l'État a voulu un peu expérimenter avec nous de nouveaux programmes, de nouveaux projets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le volet social, insertion professionnelle, dans notre modèle économique, j'ai envie de te dire, on a un fort soutien de l'État et de différents services sur ce côté-là. Et sur le côté
parce que par contre, on n'a jamais voulu croire à notre projet philosophique autour de la montagne. Donc, on est soutenu que par du privé. Justement, en parlant de soutien, vraiment des projets qui ont été menés à bout, je pense que les associations, elles naissent aussi à travers le fait qu'elles elles se retrouvent un petit peu déçues de ce que les politiques ont pu mettre en place. On va revenir au niveau des événements d'appart. Le dernier que j'ai noté, c'est celui qui est arrivé en 2024 pour fêter les 20 ans de l'association. C'était donc une organisation, c'était un vernissage, une expédition qui avait été filmée en portrait. Il y avait des images. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce oui, là, alors l'expé de 2024, comme tu le disais, pour les 20 ans de l'association, on n'a pas voulu forcément quelque chose d'exceptionnel en termes un truc grandiose, faire le sommet le plus connu de la planète ou autre, mais on a voulu quelque chose d'exceptionnel en termes de nature. Et une fois de plus, donner l'opportunité d'un voyage, parce que du coup, c'est un voyage qui inspire beaucoup aujourd'hui, parce qu'on nous en demande beaucoup, il y a beaucoup de questionnements, et d'aller en Asie centrale, à la rencontre d'un pays méconnu. Moi-même, je ne connaissais pas plus que ça. Et c'est encore grâce au réseau qu'on a pu concrétiser ce beau projet. Parce que Nadir Dandoun, qui est montagnard un peu partout. Non. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que pour l'anecdote, j'étais posé avec Nadir à l'association et on était justement à la recherche de ce pays. Le cahier des charges, c'était être 100% en immersion dans la nature. Et donc on regardait, on cherchait, non, là, oui, non, là, il y a des grandes villes à côté, non, là, là. Et on tombe sur le Kyrgyzstan. Et là, Nadir, il me dit, attends, je crois que j'ai un ami qui m'a déjà parlé du Kyrgyzstan, tout ça et tout, bam, bam, bam. Et de fil en aiguille, 2-3 petits coups de fil, et on tombe avec le numéro d'Étienne, qui est attaché culturel à l'ambassade française qui est au Kyrgyzstan. Et donc on l'appelle, on lui dit, qu'est-ce que tu penses du pays? Nous, le cahier des charges, c'est ça et tout. Il a dit, vous pouvez pas trouver mieux. On ne pouvait pas trouver mieux. Et du coup, dans notre réseau, on a cherché, on est tombé en contact avec un guide là-bas. Et on a travaillé le projet avec lui. Et on a emmené des jeunes pendant 15 jours en pleine immersion nature. Avec, tu sais, le Kyrgyzstan, c'est aussi le pays du cheval. Et quand tu te réveilles le matin dans des plaines, en pleine montagne, et tu vois des troupeaux de chevaux sauvages, des troupeaux de yaks. On était à leur rencontre. Alors, on a vu plusieurs saisons parce qu'on était en fin octobre. Donc, on a vu la fin de l'été, le début de l'automne. Plus de 15 jours. Ah oui. Pratiquement 3 semaines. En 3 semaines, vous avez vu toutes ces saisons? Alors, en fait, dans cette période transitoire, c'est-à-dire qu'au plus bas de la montagne, on a encore l'été, on a encore la température estivale et le décor estival. En une semaine, on est passé à l'automne. Donc du coup, c'était la phase de l'automne. Donc on a vu les couleurs changer en pleine montagne. Et plus on montait en altitude, on a eu la chance en altitude d'avoir la neige qui tombait, donc la phase hivernale. Donc on a passé un sommet à plus de 4500 mètres d'altitude. Donc l'idée d'aller chercher un sommet était toujours là. Mais là, pour une fois, et même moi, je n'étais pas très serein, c'est qu'on était confronté au climat et je vais dire, un climat assez extrême. Ah bon? Donc des vents glaciaux. Tu sais, souvent quand tu fais un sommet, tu fais le Kilimandjaro, tu vas dans l'Himalaya. Aujourd'hui, c'est très en vogue, le trek, c'est très à la mode, la rando. Tu rencontres du monde un peu partout. Et là, on a fait le choix de partir dans des endroits pour s'isoler seul. Et on était sur cette ascension, on était encadré par 3 guides, mais on n'avait aucun touriste étranger avec nous. On était les seuls randonneurs, les seuls trekkers là, à l'assaut de ce sommet-là. Et il faut savoir que le Kyrgyzstan, il fait partie de ces pays, comme la plupart qu'on a fait, où il n'y a pas de sauvetage hélicoptère, pas d'ambulance qui t'attend, il n'y a pas de... C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de touristes, parce que vous étiez dans une situation quand même extrême et c'était assez extrême un site pas recommandé justement pour les touristes. Alors, il n'est pas forcément recommandé ou pas, mais pas de danger plus particulier. Mais tu sais, à la montagne, tu n'es jamais sûr de la météo. Et quand tu es face à une météo comme ça, vraiment extrême, là, du coup, tu as plein de signaux qui s'allument dans ton cerveau. Alerte rouge, on a un jeune qui a perdu ses moyens, qui est resté tétanisé. Quand je te dis on avait des vents, on était obligé de s'allonger par terre pour laisser passer les rafales de vent. On évoluait sur une arête de à peine 1 mètre de large. Donc tu prends un coup de vent, c'est le vide à droite, c'est le vide à gauche.
n'était pas encordé. Donc vraiment une expérience qui était forte pour tout le monde, d'ailleurs, pour nous que pour les jeunes. Et justement, c'est cette expérience, cette expédition qui a servi d'exposition ensuite Voilà. au consulat. Généralement, on a plusieurs documentaires, et tu en as cité un tout à l'heure de notre partenariat avec Canal+, pour les filles qui ont été au Kilimandjaro. On a 4-5 documentaires sur l'ensemble de nos expéditions-là. Mais pour immortaliser cette belle nature, là, on avait fait le choix. Donc, on a capté en vidéo, tout ça et tout, mais on n'a pas fait de montage volontairement, parce qu'on voulait immortaliser cette expédition par une expo photo. Et l'idée, ça a été que chaque jeune, il était chargé de prendre des photos. On a tous pris des photos. Même moi, je me suis pris au jeu. Je m'intéresse un peu à la photo depuis quelques temps. Et on s'est dit, après, ensemble, on fera une sélection pour l'expo photo. Donc, on a retenu ensemble un travail de groupe, donc toujours dans cette cohésion de groupe. Et on a retenu cette expo d'une 50aine de photos. Donc, certaines qu'on a sorties en grand format et d'autres en moins grand. Et le premier vernissage, on a fait l'ouverture de l'expo à l'ambassade du Kyrgyzstan. Avec les jeunes qui ont participé, notamment à l'expédition, qui étaient là avec leur famille. Ça devait être un moment fort et émouvant. L'ambassadeur, une expo qu'on a appelée l'Akhmat. L'Akhmat qui veut dire en kirghize merci. D'accord. Savoir qu'on était accueillis chaleureusement. Et, bon, en général, tu sais, quand tu es en montagne, quand tu es en contact avec les gens des villages, de la ferme, quel que soit où on a été dans le monde, il y a toujours cette hospitalité, cette générosité. Les gens qui en ont le moins, qui vont t'en donner le plus. Et cet accueil chaleureux qu'on a eu, qui nous a marqué au-delà des beaux paysages de nature. Et le merci est aussi en rapport avec l'expérience que les jeunes ont vécue, parce que je suppose qu'après avoir vécu dans des conditions un peu extrêmes, ils ont dû ça les a renforcés. En France. Ils peuvent dire que ce sont des bonhommes maintenant. Oui. Tu vois, souvent, t'entends dans les quartiers, ouais, je suis un bonhomme, bonhomme. Là, t'as fait ça, là, tu peux dire. Là, quand j'aurais dit, tu peux rentrer. Là, tu peux dire ça. Au niveau politique, j'ai noté qu'en 2010, vous avez reçu votre premier financement politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Là, pareil, ils ont trouvé votre projet intéressant et ils sont venus à vous proposer des subventions? Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais sans cracher dans la soupe. Mais 2010, ça a été les années politiques de la ville. Alors, très bon programme de l'État, parce que du coup, c'est injecter des enveloppes pour les associations comme la nôtre dans les quartiers, et en mettant des rôles de l'État dans les quartiers aussi. Plus donner ce contrôle total aux villes, mais de déléguer des professionnels de préfecture, ce qu'on appelle les délégués au préfet, qui étaient là pour veiller à ce que ces enveloppes soient distribuées, entre autres aux associations, aux acteurs associatifs dans les villes. Donc on a contribué à ça, mais en même temps c'était des enveloppes, donc les enveloppes, il faut aussi les utiliser. Et on est parti, notre projet, l'un de nos premiers projets qui a été financé, justement il était autour de sorties sport nature. Justement, en parlant de parcours inspirants, l'émission Story a pour vocation justement de donner envie aux autres de se lancer, de ne pas avoir peur. Est-ce que vous permettez à ces jeunes de rencontrer des leaders dans leur domaine, que ça soit sportif, intellectuel? Est-ce qu'il y a un réseau comme ça qui permet aux jeunes de rêver en s'inspirant de personnes qui ont réussi? Oui, pendant plusieurs années, on avait un projet qui s'appelait Apart Academy, qui traitait 3 sujets: le monde de l'audiovisuel, du sport et des métiers de bouche. Et l'idée, c'était de faire parrainer des jeunes qui étaient... qui voulaient se professionnaliser dans ces domaines-là, et de les faire parrainer par des grands noms en tout cas des gens issus de quartier et qui ont très très bien réussi dans ces domaines-là. Donc on a eu Lamine Diakité en cours de réalisation de films, donc qui venait faire des ateliers et qui a pu embaucher pas mal de jeunes, et des jeunes qui ont pu monter de l'entrepreneuriat autour de la vidéo sur cette thématique-là. On a eu des grands noms de la cuisine et de la pâtisserie qui ont accompagné des jeunes. Pareil sur ces métiers-là, mais surtout sur de la découverte à l'international. Parce qu'il faut savoir que nous, le discours aussi, c'est les jeunes, arrêtez de regarder qu'en bas de votre quartier, ou demandez un poste à votre ville, ou vous voyez plus loin, passer les frontières, vous êtes jeunes, ça y est, il faut tout exploser. Aujourd'hui, il y a des pays, on a des millionnaires toutes les heures. Donc ça peut être votre chance aussi, il faut aller chercher ces chances-là. Et sur le métier du sport aussi, sur le sport, on a eu des Teddy Tango, on a eu des Sofiane Abe, on a eu Diandra Tchadjouang, médaillé olympique de basket. Donc qui sont passés voir nos jeunes,
qui sont venus les booster, des Nordin Bali sur la boxe. Donc on a eu tous ces grands sportifs-là, hein, on a encore pas mal de sportifs dans nos réseaux, dans le monde de la montagne, pareil. J'ai cité tout à l'heure Nadir Dandoun, qui est notre fidèle parrain et qui est là et qui accompagne même dans les expéditions, dans les voyages. On a eu Sophie Lavaux, grande himalayiste, la première franco-suisse à avoir réalisé les 14 sommets les plus hauts de la planète. Les 14 sommets, ce qu'on appelle les 14 8000. Donc qui a donné du temps pour l'association, donné du temps pour nos jeunes du 93. Je pense qu'elle fait aussi un petit peu, et si c'est un conseil que je peux donner dans le monde associatif, c'est plus voir nos associations comme des petites assos comme ça, de quartier, plus se laisser stigmatiser par le politique, en se disant, voilà, c'est une petite asso, on va leur filer un peu de subvention, ils vont rester dans le quartier, de temps en temps ils vont nous servir parce qu'on est gentil avec eux. Non, aujourd'hui une association, ça peut être un élément moteur, une courroie de transmission dans l'entrepreneuriat. Nous, à part aujourd'hui, ça fonctionne comme une petite start-up. On est 5-6 salariés. En même temps, on ne fait pas le choix de trop grossir parce qu'on ne veut pas perdre notre authenticité et notre proximité avec les quartiers. Je vais revenir sur une question que tu m'as posée tout à l'heure, parce que ça me revient en même temps quand on parle de l'asso. Tu parlais de gratification. La meilleure des gratifications, c'est le public. Quand tu vois un jeune qui a réussi, même s'ils n'ont plus contact avec nous. Nous, il y a des jeunes, ils ont été de passage par l'asso, on a perdu contact, mais je vois qu'il a réussi dans sa vie, même à l'étranger. On a des jeunes qui reviennent, mais pas pour dire merci, pour dire, moi, on m'a tendu la main à un moment donné dans ma vie, je veux l'attendre, Samir, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire dans ton asso? Moi, j'ai des jeunes qui sont devenus chefs d'entreprise, qui reviennent raconter leur parcours et qui viennent donner des conseils à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis rien dans le monde de l'insertion. Donc, moi, je fais créer les rencontres aussi à travers l'association. Donc, la gratification, elle est là aussi. Elle est là à travers le travail. Que je disais tout à l'heure, je citais des entreprises qui viennent à nous. Ça nous plaît ce que vous faites. On veut vous aider. Comment on peut vous aider? Est-ce qu'on peut? Moi, c'est ça que je kiffe. Depuis autant d'années, je suppose qu'il y a des périodes ou des moments qui vous ont fait douter. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Beaucoup de creux de vagues, beaucoup d'attaques, En fait, ce qui a été mal accepté dans notre concept, c'est qu'on a voulu avancer seul. Pendant 10 ans, on s'est rattaché à personne. Pas de demande de financement. Et même quand les financements ils sont venus, tout à l'heure tu parlais des programmes politiques de la ville, pareil, on est venu toc toc toc, voilà, il y a des enveloppes, il faut bénéficier. Et quand on l'a fait, c'était pour nos publics, mais aucune démarche de demande de financement. La philosophie était justement de contrecarrer un peu ce qui se passait. Nous, les premiers jeunes qui ont adhéré à l'association, ils étaient en mode vas-y, si la mairie ne donne pas d'argent, on va tout péter, on va tout brûler. Non, les gars, tu veux de l'argent, tu veux faire ton projet, tu veux faire ton CD Drap, on va faire un chantier, on va faire quelque chose, on va te chercher tout seul l'argent. Et tu vas voir que quand tu auras transpiré, tu vas mieux apprécier ton projet. Et donc, on était dans cette philosophie-là pendant plus d'une dizaine d'années. Nos programmes de solidarité internationale, on les a construits tout seuls. Alors, les difficultés, bien sûr, c'est l'impact. Quand tu dois cumuler ta vie privée, ta vie professionnelle et une vie de responsable associatif bénévole, il y a forcément un impact sur ta vie privée. Ça déborde forcément un petit peu sur la vie personnelle. Oui. Et quand tu n'as pas de moyens, on met la main à la poche. Nous, il y a beaucoup d'argent et ça, faut le dire, parce que et je le revendique parce qu'il y a encore beaucoup d'associations qui fonctionnent comme ça. Et est-ce que c'est autorisé, ça, justement, d'utiliser son propre argent, Alors, une fois que tu ne le passes pas dans la... Parce que nous, on ne le pose pas dans le compte de l'association. Mais quand il faut acheter des boissons, un barbecue ou un truc comme ça, bah oui, on regarde ce qu'il y a dans les poches, on regarde tous, on se tape, on sort tous notre billet de 20 euros, ça fait 100, 150 euros et on va acheter. Et parce que l'action, il faut qu'elle se réalise. Après, ce qui est difficile et ce qui est frustrant aussi parfois en tant que responsable associatif, c'est que tu es seul à croire à ton projet. Les autres ne vont pas y croire comme toi. C'est un peu comme tout dans la vie, quoi. Mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire de dire on refuse l'aide des personnes qui vont venir vers nous, on veut avancer tout seul, on veut pas de subvention, et en même temps considérer qu'on est seul? Au début, dans notre projet, il était assez, je vais pas dire stratégique. On est face à des publics et ça, il y a beaucoup de villes qui en ont joué aussi, d'acheter la paix sociale. Et d'où qu'on rentre dans une relation un peu malsaine, entre des quartiers et le paternalisme du politique,
de cette ville-là, je ne parle pas de ma ville forcément, hein, je parle en général, ou que faut revendiquer pour avoir des moyens. Non, tu veux des moyens, tu vas y chercher par toi-même. On s'est donné un rôle aussi de coéducation avec ces jeunes-là et d'arrêter la facilité. Tu sais, souvent on dit oui, quartier, c'est pas facile, les jeunes, tout ça. Moi, je veux bien, j'ai tout vu. J'ai vu la précarité. Mais je peux dire une chose en tant que travailleur social, c'est les personnes les plus en galère qu'on entend le moins. Ceux qu'on entend le plus sont pas si en galère que ça. Et beaucoup dans les quartiers aussi, il y a eu, c'est la loi du plus fort, et celui qui va crier le plus fort qui va avoir plus de moyens. Et nous, on a voulu sortir un peu de tout ça, et c'est pour ça que ça a été stratégique. Après, c'est pas dans notre projet, parce qu'aujourd'hui, on a des financements publics et privés, parce que notre projet s'est développé. Il est proche. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été réticentes, qui n'encourageaient pas forcément le projet? Alors, moi, de mes proches, on m'a toujours pris pour quelqu'un de farfelu parfois, et de philanthrope, et c'est quand ça marche qu'on te prend au sérieux. Je vais te donner l'anecdote, moi, pourquoi j'ai quitté mon métier. J'y croyais, j'étais bien, j'avais une bonne direction, mais tu vois, ce projet de système hybride et d'insertion professionnelle, j'avais déjà des enfants, moi, à l'époque. Donc, en tant que responsable de famille, il faut que je cherche une sécurité aussi. Donc, ce module-là, moi, je l'avais proposé au sein de mon métier, vu qu'on intervenait dans les quartiers. On intervenait sur 6 quartiers du 93. Et quand j'étais voir mon conseil d'administration de l'époque et ma direction, en leur disant, voilà ce qu'il y a besoin, voilà ce qu'on peut créer. Moi, je suis prêt, vous me déléguez 1 an et un peu de budget sur des fonds propres qu'on avait. À l'époque, j'avais un directeur qui me disait, on a réussi à avoir une enveloppe de 200 000 euros, des fonds propres de l'association qu'on a épargnés. Et avant de partir en retraite, j'aimerais bien qu'elle soit allouée sur un projet, un gros projet de l'asso. Donc, je leur propose tout le programme d'insertion. Et limite, ils m'ont rayonné. Et dans ma tête, j'ai dit, je te jure, Samir, tu restes pendant cet asso. Tu démissionnes, tu te barres et tu fais le truc. Et grâce à Dieu, on a réussi à avancer, à concrétiser notre projet, et grâce au travail aussi. Et du coup, aujourd'hui, ces mêmes personnes, moi, je les ai recroisées dans des instances du 93. Après, dans les proches, effectivement, alors pas de la malveillance. Mais il y a un peu de jalousie, un peu de... Il y a toujours un ou deux qu'on sent un peu réticents dans le projet. On en a senti. On a senti, pour te dire, parce que je vois que tu me travailles là, tu veux que je sorte les histoires. Mais non, effectivement, on en a senti, même parmi les plus proches. Mais c'est un vrai tu sais, sujet, dans la vie, c'est ce qu'on dit aux jeunes. Et je pense que Samir, c'est important d'en parler. On est tous... L'entrepreneuriat, c'est à travers différents domaines. On peut créer une association, on peut écrire un livre, on peut créer une entreprise, on peut créer un podcast, mais c'est important aussi de dire que parfois, quand on se lance dans un projet comme ça, tout le monde n'est pas OK. Il y a des personnes qui vont considérer que c'est un peu de prétention et qui espèrent que ça ne marche pas finalement. Et ces énergies-là, même si les gens ne le disent pas frontalement, on le sent. Et je pense que c'est important que ça ne soit pas tabou, parce que qu'est-ce qu'on en fait de ça finalement? On en fait une force? Comment toi, tu as réagi à ces réactions? Vraiment, là, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense qu'on en a fait inconsciemment, on en a fait plus une force que d'aller se confronter, perdre du temps et de l'énergie avec les gens. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, tu me parles de ça, ça me revient la semaine dernière. J'en reçois un coup de fil justement d'un éducateur qu'on a formé, qui a beaucoup œuvré et qui œuvre encore pour l'asso, et qui me sort, il y a un tel qui il était dans une instance, il y avait des gens, quelqu'un que je connais même pas, qui sort. Si à part, à l'époque, on faisait des projets de solidarité internationale, si on a rénové des orphelinats en Algérie et on a fait des projets au Maroc, non mais écoute bien, hein, bien assise, hein, oui. C'est parce que j'avais un patrimoine immobilier en Algérie et au Maroc. Et que je faisais ça pour nourrir mon patrimoine immobilier là-bas. Tu vois jusqu'où les gens ils peuvent aller. Tu vois. En même temps, ça me fait rire. Merde, j'aimerais bien l'avoir ce patrimoine. Ne serait-ce si c'était vrai, moi j'aimerais bien l'avoir. Mais pour dire jusqu'à où ça va. Tu vois, 10 ans plus tard, tu te prends, tu te dis, mais comment ça? Mais là, une fois de plus, ça me fait une force. Mais ça me fait rire en même temps. Dans un premier temps, ça m'a fait rire. Mais ça fait une force. Et là, ce qui a fait la force dans ce débat, c'est qu'il y avait 3 personnes qui me connaissaient un peu plus personnellement et le projet d'appart, et qui ont du coup, ils m'ont dit, arrête tes conneries, stop vite ton discours, tu vas pas assumer derrière, tu vas pas aller loin dans ton discours parce que c'est du grand n'importe quoi. Et ils m'ont dit, est-ce que tu le connais, Samir? Ouais, pas perso, mais j'ai entendu dire. Tu vas entendre dans l'appel, on m'en parleur. Non, c'est bon, tu vois. Donc pour te dire qu'effectivement ça existe et c'est un problème dans nos quartiers.
je dirais même plus, c'est un problème de nos communautés. Donc, merci Samir hein, pour toutes les réponses, tous les moments que tu nous as partagés. Mais qu'est-ce que ça t'a appris le plus, l'association Apart, à travers effectivement les actions que tu as pu mettre en place, les rencontres? Ça serait quoi le mot de la fin? Humanité. Pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, toute cette expérience, ce que j'en retiens à tous les niveaux, à tout ce développement de projet, ce que j'en retiens, c'est cette relation humaine. Et ce manque dans cette société, ce manque d'humanité de plus en plus, ce manque de... Pour différentes raisons, hein, la technologie, le truc, les gens maintenant on se fait des visios, on fait plus de réunions en présence, bientôt on aura des hologrammes, l'IA qui arrive à toute patate. Mais là, toute cette expérience, moi, ça m'a donné du sens au mot humanité, parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe formidable qui travaille avec moi. On a rencontré plusieurs milliers de jeunes, on a vu ce qu'ils sont devenus. Nous, à part, on a vu des jeunes évoluer, des mariages se faire, des jeunes qui reviennent, qui nous présentent leur enfant. Notre réseau, qui fait que de rencontres interpersonnelles, donc des patrons d'entreprises philanthropes qui croient en nous. Ils croient en nous parce qu'ils croient en l'humanité. Mm. Croient pas en nous, ils nous aident pas parce que c'est Samir Swadji ou parce que c'est l'association Apart. Mm. Non, parce que notre projet les intéresse et ils veulent contribuer à ce mouvement humain. Très bien. Merci pour ce mot de la fin, Samir. Merci à toi. On retrouve effectivement toutes les informations de l'association Apart sur le site Apart. Je vais vous mettre toutes les informations en bas de page. Je vous dis merci. Merci encore, Samir, de nous avoir partagé. Et à vous, je vous dis à très bientôt.